Bonjour à tous, merci de suivre ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer avec deux confrères illustres et spécialistes de leur sujet. René Kéravel, qui est le président du comité des normes de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France, comité des normes qu'on va vous présenter si vous ne le connaissez pas, et Vital Samar, qui est le président de la commission de déontologie de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France et qui répond à toutes vos questions lorsque vous avez des interrogations en matière de déontologie avec ses équipes et quelques élus, ils s'en occupent depuis maintenant un certain nombre d'années. Voilà, merci René, merci Vital d'avoir accepté de participer à ce webinaire pour répondre à nos confrères et confrères sur les normes que nous allons décoder pour vous. Alors, peut-être que tu peux, Julien, faire avancer le slide. Voilà, ça c'est bon. On va directement attaquer par le plan de cette présentation. Évidemment, un focus sur le comité des normes avec les principales questions qui sont posées. Vous allez voir, on a essayé de reprendre un peu toutes les questions qui ont pu se poser sur ces dernières années. On va faire un point sur les signatures des lettres de mission et les lettres de mission. Et enfin, une petite actualité en matière de lutte anti-blanchiment. Voilà. 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 Alors, on démarre tout de suite avec le comité des normes. C'est une création qui a été faite par le Conseil régional de Paris le 18 janvier 2018. En fait, on s'était intéressé au sujet des normes en découvrant que malheureusement, il n'existait aucune instance au sein de l'institution susceptible de vous apporter des réponses aux questions que vous pourriez vous poser en matière de normes. Alors, vous savez qu'il existe Infodoc Expert qui répond à vos questions en matière fiscale, en matière sociale, en matière comptable aussi, on a commencé à s'y mettre, mais rien sur sur les normes. Et donc, ça nous a semblé nécessaire de créer ce comité des normes au niveau de notre conseil régional pour pouvoir vous aider dans votre exercice professionnel, vous sécuriser dans la mise en œuvre des nouvelles missions, et enfin répondre à toutes les questions sur l'application des normes professionnelles. Le président de cette commission, de ce comité qui a accepté cette lourde responsabilité, c'est René, et il est assisté de Jérôme Morillon, qui est aussi le membre de la commission, avec la présence de Delphine Cabon, qui est élue au sein de notre CREC. Le comité des normes intervient parce que les évolutions de la réglementation professionnelle sont nombreuses. On a des normes qui évoluent. On a de plus en plus de nouvelles technologies et des demandes de clients qui deviennent très différentes et compliquées par rapport à ce qui pouvait exister avant. Donc l'environnement est évidemment très changeant. Et donc on a de plus en plus de questions de professionnels qui vont parfois sur des chantiers un peu non balisés et qui se posent des questions et donc il fallait qu'on puisse y répondre. Alors, j'ai un appel. Pardon. Alors, quelques questions fréquemment posées. Est-ce que je peux réaliser cette mission? Est-ce que j'en ai la possibilité? Quelle est sa place dans le schéma du cadre de référence? Est-ce que c'est une mission d'assurance sur les comptes complets, une autre mission d'assurance, etc. Est-ce que vous avez des exemples de lettres de mission? Voilà, toutes les questions. Si vous voulez utiliser le service de réponse à ces deux moyens, le mail normat-paris.fr et un numéro de téléphone. Alors, René, est-ce que tu peux, Julien, si tu peux avancer, voilà, nous repréciser un petit peu le cadre général et comment ça fonctionne les normes de notre profession. On ne t'entend pas, René. On ne t'entend pas. Ou alors c'est moi qui n'entends pas, mais... Est-ce que quelqu'un entend? Vas-y, Vital, parle. Voilà, je parle, Laurent. Excuse-moi, j'ai coupé le micro. C'est bon, là? Ah, voilà, ça y est, c'est bon, on vous entend tous les deux. Vas-y, René, tu peux y aller. C'est parfait. Bon, merci beaucoup. Oui, le cadre des références est un élément essentiel parce qu'il nous permet de savoir si on peut, Laurent l'a rappelé tout à l'heure, on a beaucoup de questions, savoir si on peut faire telle mission et quelles normes applicables, ça permet vraiment de se repérer.
Le cadre qui vous est présenté sur ce slide-là est celui qui résulte de l'arrêté du 7 décembre 2020. L'arrêté du 7 décembre 2020, c'est celui qui a porté agrément de la norme lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme. Donc, c'est le dernier c'est celui qui est d'actualité. Il faut savoir qu'il va être modifié, puisqu'on va le dire tout à l'heure, il y a une norme commerciale qui entre en application et qui n'est pas reprise à l'heure actuelle dans le cadre de référence. Alors, pour toutes les missions, il faut respecter le code de déontologie, on le sait, il faut respecter la norme maîtrise de la qualité, il faut respecter la norme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Alors, ces normes-là, la norme professionnelle de maîtrise de qualité, elle existe depuis 2012, puisque c'est la traduction de l'ISQC1. Ce que vous devez savoir là-dessus, c'est que cette norme va évoluer, puisque la norme internationale va être remplacée par un triptyque. Il va y avoir une norme ISQM1 qui va traiter de la gestion de la qualité au niveau des cabinets, une autre norme qui est la norme ISQM2 qui va traiter de la gestion de la qualité au niveau des missions, et puis enfin, il y a la norme révisée ISA 220 qui traite de la qualité en matière d'audit. Donc en fait, on a un chantier à l'heure actuelle au Conseil supérieur de l'ordre qui est de modifier cette norme maîtrise de la qualité de manière à ce qu'elle puisse répondre aux nouveautés du référentiel international, sachant que toutes ces dispositions que je viens de vous évoquer seront applicables à compter du 15 décembre 2022. Bon, voilà, donc sachez que ça va bouger. Pour l'instant, on est toujours avec le même texte qui a été élaboré en 2012, qui a été réécrit en 2016 pour être plus compréhensible et plus pédagogique. Donc, on en est là. Sur la norme de blanchiment, on en reparlera tout à l'heure. C'est la norme que nous avons actuellement qui résulte de la transposition de la 5e directive et qui est tout à fait qui est applicable puisqu'elle a fait l'objet d'un arrêté le 7 décembre 2020. Quand on arrive au niveau des missions et qu'on regarde ce cadre de référence, on a des missions d'assurance et des missions sans assurance. Au niveau des missions d'assurance, il y a deux niveaux d'assurance traditionnellement que l'on retrouve. Une mission d'assurance raisonnable. Au niveau de la mission d'assurance raisonnable, on va utiliser des techniques d'audit, en fait. Et une assurance de niveau moindre, qui est l'assurance modérée, où on va surtout baser nos contrôles par rapport à de l'examen analytique. Bon, donc deux niveaux d'assurance au niveau de ces missions d'assurance. Alors, avec des missions d'assurance sur des comptes complets historiques, bon, celle qu'on connaît bien, c'est la mission de présentation qu'on a l'habitude de pratiquer, sachant que quand on fait une mission de présentation, il y a toujours une attestation de fin de mission, ça c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est contrôlé dans le cadre des contrôles qualité. Et puis, s'il n'y a pas d'attestation, c'est peut-être parce qu'on est en présence, parce que c'est le cas qui est prévu par le dispositif, en présence d'un commissaire aux comptes, on a un compte rendu de mission qui est établi, qui dit qu'on a respecté la norme de présentation, mais on n'émet pas d'opinion puisqu'il y aura une certification par ailleurs du commissaire aux comptes. On pourrait émettre une opinion s'il y avait un besoin de l'entité avant que le commissaire aux comptes ait délivré son rapport, bien évidemment. Il y a ensuite, dans les autres missions d'assurance, les missions d'assurance qui portent sur des informations autres que des comptes complets historiques. C'est la norme d'attestation que je vais évoquer un petit peu après parce que vous allez voir, ça bouge. Et puis, on a été beaucoup sollicité en termes d'attestation. Vous avez une dernière mission d'assurance qui est la mission d'assurance sur l'information prévisionnelle. Là, il s'agit de s'assurer du caractère raisonnable des prévisions, de leur traduction chiffrée, et puis de s'assurer aussi, si on a des résultats prévisionnels qui sont faits, qui respectent bien les principes comptables. Il ne s'agit pas d'émettre une opinion sur la réalisation des prévisions. C'est impossible, ça, bien sûr. On est simplement entendre émettre une opinion sur le process qui a été mis en place pour aboutir à ces comptes, à ces informations prévisionnelles. Voilà, donc ça c'est au niveau des missions d'assurance. Donc au niveau des missions d'assurance, on a 6 normes spécifiques.
notamment avec la mission d'examen, et puis d'examen limité, mission de présentation, etc. Et vous avez à côté les missions sans assurance, où on a deux normes spécifiques, qui est la mission concernant les informations sur la base de procédures convenues et la mission de compilation. Là, je veux juste dire un mot. La mission d'information sur la base de procédures convenues, on se met d'accord avec un client pour faire un certain nombre de contrôles, on fait des constats, on n'émet pas d'opinion. À partir du rapport que l'on a fait, des constats qui ont été réalisés, l'expert comptable va tirer le client va tirer lui-même ses propres conclusions. Donc là, une mission sur la base de procédures convenues, c'est pas pour faire des comptes annuels, vous avez bien compris, c'est pour faire un certain nombre de contrôles définis en accord avec le client. Il y a à côté la mission de compilation qui est une mission normée, mais là aussi, ça concerne uniquement des affaires qui sont dans des périmètres de consolidation, qui font l'objet d'un audit par des commissaires aux comptes. Et l'idée là, c'est simplement de mettre en forme les comptes des filiales. Bon. Donc, c'est pas du tout cette mission de compilation pour répondre au client qui passe et qui voit le cabinet et qui dit « Moi, j'ai une balance, je sais pas faire des comptes annuels, faites-moi mes comptes annuels, si vous voulez bien, monsieur l'expert comptable, je sais pas faire. » Non, là, vous voyez bien que la mission de compilation, c'est très particulier. C'est dans un contexte où on a de groupes, où il y a des comptes qui sont certifiés par des CAC. Et donc, on doit toujours, même en matière de compilation, nous dit le texte, faire preuve d'esprit critique. Et si, quand on fait cette compilation, on se rend compte qu'il y a des anomalies, on doit poser question. Et si on n'a pas de réponse satisfaisante à nos questions, on doit, nous dit la norme, mettre fin à la mission. Voilà, ça c'est la mission de compilation. Après les missions prévues par la loi ou le règlement, vous avez par exemple les comptes de campagne, vous avez les interventions dans le cadre de comités d'entreprise. Et puis il y a un dernier pan qui est extrêmement important dans les missions sans assurance, c'est autres prestations fournies à l'entité. Là souvent on va trouver du social, des missions sociales, des missions fiscales, des missions comptables de tenue, et donc mission sans assurance. Donc quand on s'interroge par rapport à une mission qui nous est proposée, il faut arriver à la localiser par rapport à ce dispositif. Donc on a des normes, les normes revêtent un caractère obligatoire, je vous rappelle, et par contre à chaque fois qu'il y a des normes, il y a des modalités d'application. Et là, les modalités d'application présentent un caractère facultatif. C'est simplement pour pouvoir aider le professionnel à réaliser, à accomplir convenablement les dispositions qui sont prévues par les normes. Donc voilà très rapidement rappeler le schéma de référence. Maintenant, il y a une norme que j'ai simplement évoquée, qui est la norme d'attestation. Cette norme d'attestation, si on regarde bien, elle remonte à 2012. En fait, en 2012, on a eu une norme d'attestation qui a été faite, et puis elle a été revue en 2016. Je vais donner quelques explications. Et puis enfin, en ce moment, il y a une modification qui est en cours du paragraphe 11 de la norme, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on regarde cette norme d'attestation qui a été revue en 2016, on voit, et c'est l'objet du slide suivant, que l'ancienne norme 3100 nécessitait de demander à la direction de présenter elle-même l'information. Donc, en fait, il fallait demander au client de présenter l'information financière qui était attestée par un expert comptable. Bon, donc l'expert comptable ne pouvait pas attester des informations qu'il avait lui-même produites. Alors, on voyait bien la limite de cette NP 3100, ce qui fait qu'avec la nouvelle rédaction, il y a eu, vous allez le voir, des possibilités plus importantes et un élargissement de son champ d'application, puisque avec la nouvelle rédaction, on peut avoir ce qu'on appelle des attestations directes, c'est-à-dire que c'est l'expert comptable qui produit l'information financière et en ce qui concerne, ça c'est l'attestation directe, il va émettre une opinion, mais c'est dit dans la lettre de mission, c'est dit dans l'attestation, et puis il y a l'attestation indirecte, là c'est une entité qui produit une information,
l'expert comptable atteste cette information. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attestation indirecte. Donc, vous voyez, élargissement de ces missions. Donc, ça, c'est depuis 2016. Et avec 3 niveaux d'assurance, si j'ose dire, à définir avec le client en fonction de la demande qui est formulée. On peut être avec des attestations avec assurance modérée. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des diligences aussi qui vont être limitées. On peut être avec une attestation avec une assurance raisonnable, comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser certaines techniques d'audit, et notamment ça a été le cas dans le cadre de l'attestation de demande d'aide coût fixe que l'on a été amené à produire. Et puis enfin, il y avait ce qu'on appelle l'attestation de concordance, et on va voir sur le slide suivant que cette attestation de concordance était prévue par le paragraphe 11 de la norme. Quand on regarde le paragraphe 11 ancien, si vous voulez, de la norme, on nous dit, vous en avez un extrait ici, à titre dérogatoire, lorsque la structure et le responsable de la mission sont sollicités pour attester la concordance d'une information qui figure en lecture directe dans des comptes annuels ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'une mission d'assurance par leurs soins, ils peuvent établir une attestation de concordance qui, elle, n'exprime pas d'assurance. Donc, il y a 2 conditions qui sont à remplir qui étaient à remplir pour pouvoir réaliser cette attestation de concordance. 1, avoir sur les comptes fait une mission d'assurance. Donc, imaginons l'expert comptable avait une mission de présentation. On lui demande d'attester le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, en réalité, il suffit de lire le compte de résultat pour avoir le chiffre d'affaires. Mais on veut une attestation quand même. Eh bien là, on est bien dans le paragraphe 11. On a fait une mission de présentation en amont, donc on peut faire une attestation de concordance et donc dire que c'est tout à fait conforme, mais on n'exprime pas une opinion particulière. C'est ça l'attestation de concordance. Alors on s'est rendu compte que la norme complète, si j'ose dire, était naturellement conforme au référentiel de l'IFAC, mais peut-être parfois aussi complexe à mettre en œuvre, et qu'il y avait un certain nombre de cas simples qui pouvaient donner lieu à l'utilisation de cette dérogation. Et donc l'idée qui a été là, qui a été retenue, c'est de dire, eh bien, on va essayer d'utiliser le paragraphe 11 pour aller au-delà de ce qui était initialement prévu. Et donc le texte maintenant est en cours de modification parce que tout ceci a été envoyé à la DGFiP, qui est en train d'étudier pour valider cette modification de normes. Et donc maintenant, on a dans le texte une notion d'information en lecture directe, mais aussi en lecture quasi directe. Et donc en fait, on nous dit que si on a fait une mission d'assurance en amont, et qu'on va devoir se positionner sur une information en lecture directe, j'ai expliqué ce que c'était tout à l'heure, ou quasi directe, eh bien, on pourra utiliser l'attestation de concordance qui est très simple à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information de nature quasi directe? Eh bien, par exemple, on a fait une mission de présentation sur une année civile. Eh bien, dans cette mission, on va nous demander le chiffre d'affaires qui a été réalisé avec un client dans cette année civile-là. Bon, comme on a fait une mission de présentation, le compte client, on l'a dans la balance, on a le chiffre d'affaires qui a été réalisé, donc on peut faire une attestation de concordance. Ou alors, on va nous demander d'attester un compte ou un ensemble de comptes qui sont, c'est pas en lecture directe dans le bilan ou dans le compte de résultat, mais on va trouver ça dans la balance, par exemple, qui sous-tend les comptes. Et donc, on aura ça. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas, je dirais, de recalcul à faire, mais qu'on a, ou de travaux d'estimation à faire, mais qu'on a l'information sur les documents qui servent d'appui, je dirais, à la réalisation de la mission d'assurance qu'on avait menée en amont, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut utiliser une attestation de concordance. Voilà. Donc, il y a une attestation, je dirais, il va y avoir une possibilité de faire davantage
d'attestation de concordance par rapport à ce qui était prévu par le texte. C'est en vue de faciliter les demandes qui sont formulées aux experts comptables dans le domaine des attestations. Voilà. Alors, ça, il faut qu'on attende, bien évidemment, l'agrément de la DGFiP, puisque toutes nos normes font l'objet d'un agrément. Ceci est en cours à l'heure actuelle. Alors voilà maintenant une norme, la norme commerciale, qui a fait l'objet d'un agrément. Je t'interromps une seconde, c'était très très clair, merci de ces précisions. En fait, on va vers un assouplissement et une simplification, parce que honnêtement, on nous demande de plus en plus d'attestations régulièrement. Tout le monde veut des attestations. Le Pôle emploi pour savoir si le gérant a été rémunéré, les attestations de chiffre d'affaires pour l'administration fiscale. Alors, ça n'arrête pas. Là, pour les loyers, il a fallu faire des attestations. Enfin, on n'arrête pas de faire des attestations. Et c'est vrai que la norme de 2012 était assez complexe à utiliser. Reconnaître. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, cette norme de 2012 a prévu de couvrir un champ très large, au-delà du domaine de l'information financière. Parce que nous, experts comptables, la plupart du temps, on atteste souvent de l'information financière. Mais avec la norme de 2012, on peut attester des problèmes de contrôle interne, on peut attester des problématiques juridiques, des différents sujets. Donc, elle est très large, elle est conçue justement pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Mais, comme c'est souligné, elle est lourde, hein, c'est clair. Oui, elle était lourde. Alors que souvent, on a des demandes qui sont simples. Ah bah, quand le banquier demande une attestation de son chiffre d'affaires et que tu lui donnais une attestation sur le format de 2012, tu avais 9 chances sur 10 pour qu'il te dise que ça lui plaisait pas. Ouais. Bon. Donc on est aujourd'hui dans un cadre quand même avec l'attestation de concordance, bon. Voilà. Et on peut dire aujourd'hui, parce que c'était un reproche qui était fait, qui était assez récurrent, qu'aujourd'hui la norme s'adapte parfaitement à la pratique des cabinets, et depuis 2016 et avec cette nouvelle modification qui va arriver, on peut faire des attestations directement en écrivant qu'on atteste ceci, qu'on atteste cela, en respectant évidemment les exemples ou les modèles qui sont joints à la norme. Donc on a aujourd'hui pas mal de solutions pour faire des choses qui respectent la norme et qui sécurisent le professionnel. Bien sûr. Et puis alors il y a un point qui est très très important aussi, c'est que on a différents niveaux d'assurance avec le client. Bon, parce que sur un certain nombre de sujets, c'est pas la peine d'avoir une assurance de niveau raisonnable où on va être obligé d'engager des diligences beaucoup plus lourdes. Des fois, l'assurance modérée, ça suffit amplement à répondre aux demandes des personnes qui sollicitent l'attestation, quoi. Hein. C'est clair. Alors, cette nouvelle norme commerciale, voilà, elle nous permet de développer plein de business. Alors, la nouvelle norme commerciale, ça y est, ce coup-ci, parce que tout à l'heure, là, on a parlé d'un texte à venir, une modification à venir. Mais bon, on l'a attendu, hein, parce que si on se rappelle, si on fait un peu d'histoire, c'est la loi sur les réseaux consulaires, 23 juillet 2010, qui nous avait permis normalement de réaliser des activités commerciales, accessoires ou des actes de commerce. Mais on nous avait dit, oui, mais il faut qu'il y ait une norme. Alors la norme ne sortait pas. Alors on sait pourquoi la norme ne sortait pas, puisqu'elle devait fixer les conditions de réalisation de ces opérations commerciales. C'était parce qu'il y avait l'article 822-10 du Code de commerce qui faisait que les commissaires aux comptes avaient une interdiction totale de faire des actes de commerce, ce qui faisait que pour tous les professionnels, de toute façon, qui avaient une activité mixte, il y avait un vrai sujet. Et puis, avec la chancellerie, ça passait pas, puisqu'il y avait interdiction totale côté CAC. Avec l'évolution des textes, et en particulier la loi Pacte, l'article 822-10 du Code de commerce a été modifié. Et donc maintenant, au niveau des activités mixtes, expertise comptable, commissariat aux comptes, il est possible il va être possible de faire des activités commerciales dans le respect de cette norme. Alors là, vous avez les points essentiels de la norme qui apparaissent sur ce slide. Et quand on regarde les points essentiels, on nous dit possibilité d'exercer des activités commerciales. Alors, activité commerciale, c'est quoi? Tous les mots ont été définis dans la norme. Hein. L'activité commerciale, c'est la commercialisation de biens ou de services. Bon, ça, c'est pas très compliqué. L'activité, les actes intermédiaires, c'est quoi? Ça consiste à présenter, proposer, aider à conclure des contrats, à réaliser d'autres travaux préparatoires,
à la conclusion des contrats ou à contribuer à leur gestion ou à leur exécution. On voit que cet acte intermédiaire, il y a un travail, il y a une intervention du professionnel au niveau de l'acte intermédiaire. On va y revenir. Et alors après, on nous dit que ça doit être à titre accessoire. Accessoire, ça veut dire quoi? C'est prévu dans le point 4 de la norme. On nous dit ça doit présenter un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts comptables sans pouvoir constituer l'objet principal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette activité? Parce qu'on nous dit activité accessoire, c'est activité connexe ou complémentaire. Qu'est-ce que c'est que l'activité connexe? Alors là, au point 7 de la norme, on nous dit, eh bien, c'est une activité dans le prolongement de l'exercice de l'activité d'expertise comptable, qui est soit liée à une compétence particulière de l'expert comptable, soit destinée à répondre aux besoins d'un client. Bon, il faut que ce soit dans le prolongement de l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Donc, ça ne peut pas être de vendre des bicyclettes, hein, bien évidemment. Hein. Donc, on a tous ces points qui sont précisés. Alors, il n'y a pas de liste limitative d'activités commerciales ou d'actes intermédiaires autorisés. Par contre, les activités d'agent d'affaires restent interdites. Hein. Donc, ça a bien été indiqué dans la norme. Il est insisté également sur cette notion de caractère accessoire, d'activité principale. Ça ne peut pas être une activité principale. Et là, on nous dit ça s'apprécie en fonction d'un réseau d'indices, le chiffre d'affaires, les moyens mis en œuvre. Bon. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est accessoire par rapport à quoi? C'est pas accessoire par rapport uniquement aux activités de la prérogative d'exercice. C'est accessoire par rapport à toutes les activités autorisées aux experts comptables. Donc, c'est pas que les activités accessoires aux activités de l'article 2 de l'ordonnance de 45, les premiers alinéas qui constituent la prérogative d'exercice. C'est accessoire à toute l'activité d'expertise comptable. Alors, on nous dit aussi que, en termes de rémunération, on peut pas faire n'importe quoi, ça doit être prévu dans le contrat, et en particulier, on nous rappelle qu'on a l'article 24 de l'ordonnance de 45 qu'il faut respecter. Et quand on regarde l'article 24 de l'ordonnance de 1945, eh bien, on ne peut être rémunéré que par son client. Donc, ça va supprimer un certain nombre d'opérations et par des honoraires. Donc, on ne peut pas être rémunéré, on le verra, par des commissions. Voilà. Donc, un point de précision sur la rémunération. Et puis après, on nous dit, ça doit respecter la réglementation professionnelle, c'est-à-dire la déontologie. Il ne faut pas que les activités soient contraires à l'honneur, à la dignité. Ça ne doit pas déconsidérer la profession. Ça ne doit pas porter atteinte à l'indépendance. Et il faut avoir la compétence. Hein. Mais ça, c'est dans notre déontologie, dans toutes nos missions, il faut qu'on ait la compétence pour réaliser les missions. Alors, tu dis pas de commission, mais on a le droit de percevoir des honoraires de résultat. On a le droit de percevoir des honoraires de résultat, tout à fait. Mais on sait très bien qu'un honoraire de résultat, c'est en complément d'un honoraire de diligence, puisque c'est le texte qui est prévu. Hein. Alors, quand on est avec le respect de la déontologie, je viens de le dire rapidement, et on nous dit carrément dans la norme aussi qu'on doit respecter les normes professionnelles. C'est-à-dire que la norme maîtrise de la qualité qu'on a évoquée tout à l'heure, et puis la norme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'applique également aux activités commerciales. Voilà. Enfin, la norme nous dit, vous devez être assuré, c'est le point 18. Alors, il est évident que chaque structure doit s'assurer de sa couverture RCP. Pour le contrat groupe, on n'a pas de problème, hein, puisque il s'agit d'un contrat dit tout risque sauf. Hein, donc, on est couvert. Mais ceux qui ne seraient pas dans le cadre du contrat groupe, là, il faudra s'assurer, s'ils sont amenés à faire des opérations commerciales, qui sont bien couverts, quoi, hein. Voilà. Alors, au niveau ici, on a quelques questions. Activité commerciale et acte d'intermédiaire en cas d'activité d'expertise comptable et de CAC. Alors, on a dit tout à l'heure que les activités mixtes, puisque l'article 822.10 du Code de commerce a été modifié, un expert comptable qui est à la fois commissaire aux comptes dans sa structure pourra tout à fait avoir des activités, en tant qu'expert comptable, des activités commerciales en respectant la norme qui est là. Il n'y a plus de sujet là-dessus.
L'activité de domiciliation, vous savez que pendant des années, l'activité de domiciliation, on ne pouvait pas, hein, puisque au plan français, du moins, on nous disait que c'était une activité commerciale. Là, l'activité de domiciliation, c'est possible, mais attention, c'est une activité réglementée, la domiciliation. Et donc, elle est réglementée, cette activité de domiciliation, par l'article 123.11.3 du Code de commerce. Donc, il y a des formalités avec la préfecture, etc. Donc, il faut vraiment bien respecter la réglementation. Et je vous rappelle en plus que l'activité de domiciliation, sur le plan de la lutte anti-blanchiment, elle fait partie des activités qui font l'objet d'un contrôle par la DGCAF au niveau de l'activité de domiciliation. Bon, les ventes d'ordinateurs, c'est du commerce, bon, donc il n'y a pas de souci. On pourrait vendre des ordinateurs. On a un expert comptable qui a un sachant en informatique. Il peut vendre des ordinateurs. Il pourrait même vendre des ordinateurs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à quelqu'un qui n'est pas son client à l'heure actuelle, parce que la notion, il faut que l'activité commerciale reste accessoire de l'activité, mais on n'a pas dit que c'était accessoire à des prestations qu'on réalisait auprès d'un client qu'on avait déjà, hein, donc ça peut être quelqu'un d'autre. Concernant l'apport d'affaires, par contre, là, il y a une réponse qui est faite, qui est de dire que la seule mise en relation de personnes ne suffit pas à caractériser un acte d'intermédiaire. J'ai pris un peu de temps tout à l'heure pour vous rappeler la définition de l'acte intermédiaire et je vous ai dit il y a une véritable intervention par rapport à l'élaboration des contrats, etc. Donc, si on ne fait que mettre en contact des personnes, on ne peut pas être rémunéré d'ailleurs par des commissions, et ça c'est un autre point. Et on avait déjà de toute façon l'article 162 du Code de déontologie qui dit la rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle. Donc on met en relation des gens, impossible, ça ne répond pas aux critères prévus par la norme. Alors, la norme, elle est là. On peut maintenant faire des actes de commerce, comme je viens de l'indiquer. Au niveau du Conseil supérieur de l'ordre, ils envisagent de mettre en place une FAQ et il y aura une plaquette dédiée à la norme commerciale. Voilà, donc au niveau des outils que vous pourrez être amené à retrouver sur le site du Conseil supérieur. Et la FAQ, au fur et à mesure que je pense que les gens les confrères vont utiliser cette norme, il y a des questions qui vont se poser et donc ce sera très bien de pouvoir faire remonter les problèmes qu'on va rencontrer. Eh bien, voilà du travail pour le comité des normes qui va avoir plein de questions. Il y a une question de Julie, mais tu y as déjà répondu. Hein. L'accessoire s'apprécie au niveau du cabinet et pas au niveau de la mission. Hein. Donc, on peut ne pas avoir avec un client de mission comptable. Pour autant, on peut lui sortir des. Et c'est la même chose pour pas que les activités commerciales, c'est pour aussi toutes les activités périphériques que les experts comptables peuvent faire, qui ne sont pas dans l'article 2, mais qui sont dans l'article 22. Dans l'article 22, ouais, bien sûr. Alors, on vous a fait un best-of de toutes les questions qui ont été posées au comité des normes et auxquelles vous avez répondu, alternativement Vital et René, au cours de ces dernières années. Alors, la première question, c'est est-ce que je peux accepter une mission de procédure convenue pour un prospect? Celui-ci a litige avec son fournisseur et me demande de revoir le calcul de marge et de produire le rapport. Alors, c'est pas un client, hein, c'est un prospect. Est-ce que je peux faire ça? Alors, Laurent, d'abord, j'ai bien écouté ce qu'a dit René. Hein, donc je vais essayer de répondre de façon tout à fait juste. La première des choses, c'est qu'on peut faire cette mission sans pour autant être expert comptable en charge de l'établissement des comptes du dossier. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'en fait, je vais faire une mission de négociation avec le fournisseur ou cette mission pourrait donc dériver vers une mission de consultation juridique. Est-ce que le contrat conclu est correct ou pas? Là, on voit tout de suite que comme je ne suis pas expert comptable du dossier, si je fais donc une consultation juridique, c'est une mission spécifique de l'article 22 qui suppose que j'ai donc déjà une mission
habituelle, administrative ou comptable habituelle. Comme je ne l'ai pas, je ne pourrais pas effectuer donc cette mission juridique. Pour autant, je peux tout à fait faire la mission de négociation avec le fournisseur. Mais en revanche, je vais m'interroger sur le fait de savoir si, il y a peu de chance, hein, mais si l'expert comptable en charge de la prestation classique sur la comptabilité n'était pas également en charge de négocier habituellement, renégocier des contrats habituellement pour son client. Si tel était le cas, ça supposerait que j'envoie une lettre confraternelle au client. Donc, en résumé, je ne fais pas de mission juridique puisque je n'ai pas une mission donc habituelle. Je peux prendre la mission, même si je ne suis pas expert comptable, je prendrai bien soin d'indiquer dans la lettre de mission les conditions de réalisation de cette mission, toutes les tâches que je vais réaliser. Et donc, je devrais envoyer une lettre confraternelle si jamais je prenais donc une mission habituelle faite par l'expert comptable en charge du dossier. Et je vais remettre en rapport au client. On a bien compris ce qu'a dit René. Donc, c'est une mission de prestation, de procédure convenue. Donc, je remets un rapport au client, mais qui est purement factuel. C'est un rapport pour qu'il puisse prendre des décisions. Voilà. Ouais, l'envoi de la lettre déontologique, c'est que dans l'hypothèse où tu remplaces l'expert comptable qui a déjà une mission et que tu vas lui réaliser une mission qui est identique. C'est-à-dire que on est d'accord, il n'y a pas de lettre déontologie si tu interviens sur un dossier où il y a un expert comptable qui a une mission de présentation et toi tu fais autre chose. Non, on l'a noté ici pour bien rappeler que quand on remplace un expert comptable, il faut envoyer une lettre confraternelle. Mais quand on supplée un expert comptable qui ne fait pas une mission, qui ne fait pas cette mission, il n'y a pas de lettre confraternelle à envoyer. Par contre, la confraternité impose de le passer un petit coup de fil, ça se fait. Oui, d'accord. Tout à fait. Alors, la question qui suit est une question qui est assez fréquente en vérité, parce qu'il y a pas mal de filiales de sociétés étrangères qui n'ont pas d'experts comptables, qui ont des services internes, qui font la comptabilité. Il y a un commissaire aux comptes du groupe, et puis le DAF qui s'occupe de faire la compta et de l'arrêté n'a pas les logiciels qui lui permettent de monter des liasses fiscales. Parfois, on a la mission paye. Alors là, dans le cas qui est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est cette mission peut être faite, c'est une sorte de mission de compilation, mais comme j'ai écouté René qui m'expliquait que la mission de compilation, c'était pas une mission de présentation allégée, je fais un rapide résumé de ce que tu as dit, René. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, en théorie, on peut faire la mission, c'est une mission sans assurance. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'on reste expert comptable. Quand on a un doute sur ce que l'on peut faire, il faut se souvenir en premier lieu de la maxime de l'ordre. Science, conscience, indépendance. Et là, en l'occurrence, il y a la notion de conscience. Donc, je ne suis pas là pour mettre le FEC dans ma machine, appuyer sur le bouton B12 et sortir les liasses fiscales et les remettre. En fait, j'ai à minima toujours une obligation d'information. Je dois indiquer au client, parce que ça devient mon client, les éléments nouveaux qu'il peut y avoir. Par exemple, les crédits d'impôt dont il aurait pu bénéficier, qu'il n'a pas bénéficié, pour lesquels il n'a pas opté. Et j'ai également une obligation de conseil, c'est-à-dire si je vois une erreur, je dois quand même lui dire. Et j'ai une responsabilité civile. Et ce n'est pas parce qu'il y a un commissaire aux comptes que la présence du commissaire aux comptes va effacer toutes mes responsabilités. Absolument pas. D'abord, il faut préciser, et c'est noté ici, que la responsabilité, la prescription du commissaire aux comptes est plus courte que celle de l'expert comptable. Donc, on pourrait être recherché en responsabilité alors même qu'on ne pourrait plus toucher le commissaire aux comptes. Donc, il faut quand même faire attention à ce que l'on fait. Donc, j'ai une obligation d'information, une obligation de conseil et j'ai une responsabilité civile. Alors, je vais faire une mission sans assurance, mais bien évidemment, je vais faire une lettre de mission, laquelle devra préciser toutes les limites, tout le pourtour de la mission, et je devrais remettre un rapport établi au moment où j'éditerai les lettres de mission. Mais il n'y a pas de modèle spécifique pour cette lettre de mission, et puis on vous rappelle qu'il faut être systématiquement vigilant si des incohérences venaient à apparaître. Autrement dit, quelle que soit la mission que l'on fait, on la fait en toute conscience. Mais concrètement, mon client, le DAF de mon client, c'est un gars sérieux, le DAF de mon client, c'est pas n'importe qui, m'envoie des balances révisées et me demande de monter une liasse. C'est ça le truc. Est-ce que ça suffit si je fais un contrôle de cohérence et de vraisemblance
je jette un œil pour m'assurer que c'est pas déconnant, que les variations N-1, une sorte de revue limitée de la balance par rapport à N-1, est-ce que c'est ce type de contrôle suffit ou est-ce qu'il faut que je me déplace dans l'entreprise, que je demande un certain nombre de pièces? Est-ce que je peux me contenter d'une balance et d'un travail intelligent, hein? Je ne vais pas appuyer sur le bouton sans jeter un œil sur ce que je fais, sortir des chiffres complètement déconnants, mais je fais un travail de cohérence et de vraisemblance. Est-ce que ça peut Tu sais suffire? quel est le problème, tu sais quel est le problème de la balance, Laurent? C'est que la balance est un résumé d'opération et tu ne sais pas ce qu'il y a dans le résumé d'opération. Donc, il faut savoir ce qu'il y a dans les comptes. Par exemple, tu as fait un don à une structure. On a oublié de réintégrer le don et on a oublié de demander le crédit d'impôt. Comment tu peux le voir s'il n'y a pas une ligne spécifique qui marque don? Peut-être que c'est comptabilisé à l'intérieur d'une autre dépense, une dépense exceptionnelle ou autre. Donc, ce que l'on devrait faire à minima, c'est un vrai travail, c'est-à-dire regarder les comptes qui nous paraissent être les plus à même de porter sur des points particuliers. Il y a un vrai travail de réflexion, d'analyse et de cohérence à faire. Bon, donc il faut que je récupère au moins un FEC alors, pour aller jeter un œil un peu. Tu récupères un FEC, tu récupères le client, il a peut-être un dossier de travail aussi. Hein. Tu récupères un dossier de travail et puis il y a des comptes sur lesquels tu vas poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc des extraits de grands livres, voilà, pour se faire une idée. Tout simplement. Pareil, tu vas monter la balance. Tu as des biens, tu as des amortissements. Tu vas quand même te poser la question de savoir si les durées d'amortissement et les modes d'amortissement qu'on utilise sont conformes à la réglementation. On utilise un amortissement dérogatoire, dégressif, on ne peut pas le faire. Voilà. Merci, Abital. Alors, j'ai une question là de Thomas qui dit qu'il a un prospect qui lui demande de revoir les comptes de sa société et le consulte sur des postes spécifiques des comptes, alors qu'il a déjà un expert comptable, mais qu'il n'a plus confiance dans ce dernier. Est-ce qu'il peut accepter, sans en référer à son confrère? C'est pas super sympa vis-à-vis du confrère, mais est-ce qu'il doit former le confrère et quel est son risque en termes de déontologie? Excusez-moi, c'est quoi la mission? Il est En fait, le confrère qui fait des comptes, hein? Il y a un confrère qui fait les comptes, mais je pense que le client il a des doutes sur la qualité de la prestation faite par le confrère, et donc il souhaite qu'un autre de nos confrères, Thomas en l'occurrence, puisse intervenir sur le dossier pour jeter un œil sur quelques comptes spécifiques pour voir si la qualité comptable du dossier est assurée par le voilà. C'est un audit du travail d'un expert comptable. Ça y ressemble. Oui, sur le principe, René, je ne sais pas quel est ton avis. Moi, je pense que, alors, confraternellement, moi, je contacterai le client, mais je pense que c'est une mission que l'on peut accepter. Mais bon, je pense qu'il faudrait au moins contacter l'expert comptable, pardon, pour. Il faut contacter le confrère, ça c'est clair. C'est clair. Informer le confrère. C'est pas interdit, hein. Bon, après. Il faut faire attention parce que l'objet, quand on intervient sur un point particulier comme ça, après, si la mission échappe au confrère, il peut y avoir un sujet, un litige qui arrive. Hein, on voit les choses, quoi. Hein. Faut être prudent quand même dans ce genre de. Moi, je dis qu'on peut accepter la mission à partir du moment où le confrère est informé. Voilà, moi, je dis qu'on peut accepter la mission. En fait, je me fonde sur les audits que l'on peut faire, l'audit d'acquisition, par exemple. Dans un audit d'acquisition, même si ce n'est pas l'objet de l'audit d'acquisition, c'est plutôt économique, mais on peut également se pencher sur la qualité comptable présentée par l'entreprise, même si normalement l'audit d'acquisition, ça porte sur tout ce qui se passe après la conformité de la comptabilité. Et ce n'est pas interdit de faire un audit sur des points particuliers, bien sûr. Ok. Alors, un client auto-entrepreneur dont le CA va dépasser le seuil de la franchise me sollicite pour effectuer une mission de déclaration de TVA sur une base mensuelle pour son activité. Est-ce qu'il s'agit d'une mission sans assurance à l'issue de laquelle aucune opinion n'est exprimée? Ah oui, alors, de manière certaine, c'est une mission sans assurance. Là encore, on rappelle que l'expert comptable va faire ce travail en toute conscience, hein. Donc il ne va pas simplement se borner à remplir la déclaration de TVA avec les informations qui sont données par l'auto-entrepreneur, mais ça je pense que tous nos confrères en sont totalement conscients. Donc il y a un vrai travail à faire dessus pour vérifier que les éléments que l'on déclare sont les bons éléments. Voilà. Et pour cela, l'expert comptable devra avoir un dossier de travail qui lui permettra de justifier les éléments déclarés. Alors, on est d'accord, ça concerne une entreprise qui serait au-dessus du seuil de TVA, donc elle dépasserait la franchise, mais qui resterait dans le seuil du régime micro
Donc pas de compta. C'est ça. Oui. C'est ça. Par contre, évidemment, le client ne sait pas faire une déclaration de TVA, c'est ça le problème. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on a une mission déclarative sans assurance. Alors, toujours dans les cas un peu particuliers, hein, si on est dans le cas classique de la mission de présentation d'un client lambda, évidemment, on n'a pas beaucoup de questions à se poser, on connaît ça par cœur. Mais est-ce qu'il existe un modèle de lettre de mission pour une mission SCI à l'impôt sur le revenu avec un enregistrement des opérations comptables? Est-ce qu'on doit faire une comptabilité avec une lettre de mission de présentation classique? Alors, concernant les SCI, tout le problème est le problème des obligations comptables des SCI. Quand on regarde l'article 1856 du Code civil, il nous dit que le gérant doit faire une reddition de compte, un rapport écrit. Bon, il y a pas de détails particuliers. Par contre, c'est les statuts qui vont fixer la règle du jeu au niveau comptable. Si les statuts prévoyaient qu'il y ait lieu d'établir des comptes annuels, il est évident que dans ce cas-là, on pourrait avoir, on nous demande, on pose une question sur une lettre de mission, on pourrait avoir une mission de présentation, puisque dès lors qu'il y a des comptes annuels, on peut avoir une mission de présentation. Maintenant, s'il n'y a pas de comptes annuels, eh bien, on va être dans une mission sans assurance. Il n'y a pas de lettre de mission spécifique au SCI. On va avoir une mission sans assurance, contractuellement définie. Donc, il faudra tout simplement fixer les contours de notre intervention dans cette lettre de mission. Alors, au niveau des lettres de mission sans assurance, il y en a notamment pour les BNC également. Ce sont des points de repère, mais on ne trouvera pas d'exemple de lettre de mission dans ce cas-là, hein, tout préparé. D'accord. Et dans l'hypothèse où ma SCI les statuts de la SCI ne prévoient pas l'établissement de comptes annuels, mais mon client ne sait pas remplir la 2072, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, autant à la main il pouvait le faire il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est un casse-tête. Et par contre il me transmet des informations qui sont notées sur un tableau Excel dans lequel il indique les recettes, les dépenses, les machins. Est-ce que je peux faire cette mission ou est-ce que je dois lui dire bah non, il faut utiliser une compta avec le compte en banque, un rapprochement bancaire Là, on n'est pas avec une mission comptable. À la limite, on va se retrouver avec une mission déclarative, puisqu'il nous donne des éléments pour pouvoir bâtir sa 2072. Donc là, il y a toute précaution à prendre. On va établir une déclaration à partir des éléments qui ont été communiqués par le client, quoi. Mais ça, si on veut pas avoir de problème en responsabilité, il faudra dans la lettre de mission bien fixer les limites justement de cette mission, à partir de quoi on a travaillé pour élaborer cette déclaration 2072. Pour moi, faudra être vigilant là-dessus, quoi. C'est très clair. Si tu me permets, René, c'est le même problème que pour toutes les déclarations d'imposition sur le revenu. Il faut bien fixer dans la lettre de mission le cadre qui permet de justifier des éléments que l'on a reçus pour pouvoir faire la déclaration. C'est pareil. On est d'accord. Alors, je suis sollicité pour une mission relative à une LMNP, location meublée non professionnelle, tenue de la compta et déclaration fiscale annuelle, la déclaration 2031. Est-ce que je peux utiliser le modèle de lettre de mission de présentation des comptes ou est-ce que je dois utiliser celle relative à une mission auprès des particuliers? C'est vrai qu'on est un peu à cheval entre un vrai commerçant et de la gestion de patrimoine d'un individu. On fait quoi? On pourrait dire qu'à partir du moment où, au plan fiscal, on va être amené à établir un bilan, un compte de résultat, on pourra peut-être avoir une annexe simplifiée. Et dans ce cas-là, on peut se retrouver tout à fait en mission de présentation, hein. Bon, donc il n'y a pas là-dessus, il n'y aura pas de difficulté. Si on n'est pas dans cette configuration-là, dans ce cas, on sera en mission sans assurance. Là encore, faut indiquer ce qu'on fait et les limites de l'intervention. Et si on est aussi dans ce cas-là, on est avec des conditions générales, je reviendrai tout à l'heure, qui sont à retenir, mais qui sont les conditions générales pour les non-professionnels, hein, qui sont plus protectrices que les conditions générales pour les professionnels. Eh oui, notre client n'a pas la qualité de commerçant. Voilà. Hein. Alors, mon client toujours LMNP me sollicite pour une mission de procédure convenue. Il n'a pas les factures me permettant de constituer comptablement l'actif et m'a transmis le tableau des emprunts ayant servi pour financer les constructions à l'actif du lot en meublé non professionnel. Est-ce qu'on peut reconstituer l'actif sur ces dires et établir l'alias fiscal?
Alors, c'est pas tout à fait la même question, vous avez remarqué, que tout à l'heure. Tout à fait. Donc, on ne nous demande pas de faire une déclaration fiscale, on nous demande de faire, là, pour le coup, un bilan, enfin, des comptes annuels. Et pour pouvoir faire des comptes annuels, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les dires du client. Il faut s'appuyer sur des pièces. Puisque la comptabilité, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est jamais que la traduction d'éléments juridiques. Donc, il faut avoir ces éléments juridiques pour pouvoir les traduire. Et les éléments juridiques, c'est le client qui va nous les fournir, on va les vérifier, mais on ne peut pas bâtir à partir simplement d'un tableau Excel. Donc, il va falloir que le client nous remette ces informations. Et bon, dans LMNP, qu'est-ce qui est important? Les factures d'achat des biens et l'emprunt. Et on peut se douter que s'il y a un emprunt, vraisemblablement, la banque a dû demander des justificatifs pour pouvoir financer donc l'acquisition. Et on devrait au moins pouvoir se rapprocher de l'établissement bancaire pour récupérer les éléments qui permettront d'enregistrer le bien à l'actif. Voilà. Donc, pas de facture, pas de comptabilité. Alors, on a très souvent, on a souvent le même cas de figure avec des SCI. Parce que comme il n'y a pas de compta obligatoire, les clients ne font pas de compta, ne font pas d'assemblée, c'est une SCI. Alors, ils viennent nous voir au moment où ils sont en train de faire une opération de transmission. Et là, la question, c'est comment on sort les comptes de la SCI. On va pas refaire 15 ans, 20 ans de compta, surtout qu'il y a peut-être même pas de compte en banque, en vérité. Alors, est-ce qu'on peut reprendre l'acte d'acquisition à l'origine? On a le prix d'acquisition. Est-ce qu'on peut imaginer que la différence, elle se trouve en compte courant et reconstituer un bilan d'ouverture et puis refaire la compta de la dernière année? C'est possible, ça? Oui, tu peux le faire, mais je t'incite à prendre toutes les réserves dans la lettre de mission. Mais bien sûr que tu peux le faire. À minima, qu'est-ce qui va t'intéresser dans la SCI? À minima, c'est l'actif, d'accord. Et puis, globalement, les éléments de compte courant ou les éléments d'actif net qu'il va y avoir. Donc, tu peux essayer de les reconstituer. À titre d'exemple, j'avais été mandaté par un grand syndicat professionnel très connu pour pouvoir reconstituer les comptes d'une association sur les 30 dernières années, une association qui avait été créée à l'époque de la loi Auroux. Alors la loi Auroux, pour ceux qui l'ont oublié, c'était le Premier ministre du Travail du premier gouvernement de M. Mauroy. Et c'est lui qui avait créé donc les lois Auroux, et tout le monde pensait qu'en fait tout l'argent allait partir à l'étranger. Donc ces grands syndicats avaient transféré de l'argent vers une association. L'association appartenant à personne, elle a sa propre vie. Le syndicat voulait justifier que les millions qu'il y avait dans l'association en 2015 lui appartenaient bien. Et pour cela, on m'avait demandé de reconstituer les comptes. On a contacté la banque, et la banque a réussi à sortir 30 années de relevés. Ça, on a essayé de reconstituer au mieux la comptabilité. Mais on avait forcément des éléments pour reconstituer, sinon on ne peut pas. Donc toi, avec tes éléments d'actifs, tu as ta facture d'achat, tu peux arriver à reconstituer quelque chose. Voilà. Ok. Et c'est là qu'il faut être un artiste dans l'aide d'émission. Alors, est-ce que je dois établir la déclaration 2036 pour une SCM? Quelle lettre de mission et quelles conditions générales puis-je utiliser? Alors, la déclaration 2036 concerne donc les sociétés civiles de moyens. Les sociétés civiles de moyens sont constituées entre professionnels libéraux qui exercent personnellement l'activité professionnelle. Regardons là encore les statuts, société civile de moyens. Donc, quelles sont les obligations comptables au niveau de la société civile? Et s'il y a des comptes annuels qui sont prévus par les statuts, eh bien, on pourra avoir une mission de présentation. S'il n'y a pas de comptes annuels à établir, eh bien, on aura une mission sans assurance qui pourra être faite. Alors, je rappelle qu'au niveau des sociétés civiles de moyens, au plan fiscal, si tous les associés sont des professionnels libéraux taxables dans la catégorie des BNC, la SCM est également taxée en BNC. Si au contraire, dans les associés, il y a des sociétés qui sont des structures soumises à l'IS, eh bien dans ce cas-là, la SCM est taxable selon les règles de la fiscalité des sociétés, des entreprises commerciales. Voilà. Donc, regardons les statuts, regardons aussi l'aspect fiscal. Et donc, à partir de là, s'il y a nécessité de faire un bilan, on peut être en mission de présentation. Sinon, eh bien, on sera en mission contractuellement définie, sans expression d'assurance. C'est très clair. Alors, allez, dernière question. Est-ce qu'il existe un exemple de lettre de mission pour une mission d'assistance à un
contrôle fiscal? Eh bien non, il n'y en a pas. Il existe un modèle d'assistance, un contrôle d'URSSAF, il n'y en a pas pour le contrôle fiscal. Mais ça se comprend assez bien parce qu'on peut considérer qu'il y a autant de missions d'assistance à un contrôle fiscal qu'il y a de contrôles fiscaux. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est, vous pouvez faire une lettre de mission, mais bien établir dans la lettre de mission les limites de notre intervention. C'est-à-dire, pour qui j'interviens, parce qu'il peut y avoir la société, les associés. Donc, je définis bien pour qui j'interviens et jusqu'où va ma mission. À titre d'exemple, est-ce que je vais jusqu'aux observations du contribuable? Est-ce que je vais aller jusqu'au recours hiérarchique? Est-ce que je vais aller jusqu'à la réclamation contentieuse? Et est-ce que je peux signer pour le compte du client? Parce que vous savez maintenant que vous pouvez avoir un mandat de représentation du client pendant toute la période d'imposition, c'est-à-dire jusqu'à la réclamation contentieuse, mais le mandat stop lorsque on doit aller devant le tribunal administratif ou bien évidemment devant le TGI. Mais devant le tribunal administratif, le mandat tombe. Dans ces cas-là, on ne peut plus signer pour le compte du client, c'est systématiquement le client qui signe. Donc, quand on veut faire cette lettre de mission, il va bien falloir expliquer pour qui je la fais, quelles sont les missions que je vais réaliser, quelles sont les limites de cette mission, hein, et jusqu'où je vais aller. Voilà. Alors, une petite question subsidiaire. Est-ce que je peux prendre des honoraires de résultat si c'est mon client et si c'est pas mon client? Sur un contrôle fiscal, il n'y a aucune raison que tu n'en prennes pas, puisque, sauf à être entendu avec le vérificateur sur le montant du redressement qui est pas justifié. Même si c'est moi qui fais les comptes. Obtenir donc Là, je vois René qui fait la moue là. René, c'est moi qui fais les comptes. Le redressement, on ne maîtrise pas l'assiette. L'assiette, elle est ce qu'elle est. C'est l'assiette du redressement. Alors attention, pour moi, les honoraires de résultat, c'est peut-être pour ça que René faisait la moue, c'est pas pendant la procédure de contrôle. Je ne vais pas engager, je vais pas faire une lettre de mission avec le client en lui disant, bon, je fais la procédure de contrôle, je vais jusqu'à la réclamation contentieuse ou plus loin peut-être, et puis s'il y a des redressements et que j'obtiens des réductions, je vais avoir des honoraires de résultat. Là, on voit que c'est pas très honnête, puisqu'on pourrait lâcher de mauvaises informations, pas toutes les informations vérificateurs pour qu'ils gonflent le résultat, sûr que l'on est de pouvoir baisser le redressement devant l'interlocuteur départemental, le chef de service. Donc là, je ne pense pas qu'on puisse faire une lettre de mission avec des honoraires de résultat. En revanche, si on vient me consulter à la suite d'une proposition de rectification, j'y suis pour rien, il y a une proposition de rectification, on me dit est-ce que vous pouvez m'accompagner? Oui, je peux le faire, je peux vous accompagner. Je vous accompagne devant je fais les recours hiérarchiques. J'obtiens une diminution de l'imposition. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas prendre d'honoraires de résultat. Je ne maîtrise pas l'assiette. Alors que dans le premier cas, j'estime que je ne serai pas totalement indépendant. C'est pas bon du tout. Si c'est ton client, c'est pas terrible. Oui. C'est ce qui a été répondu d'ailleurs à cette question qui a été posée. Si c'est pour son propre client, il y a un problème. Hein. Ok, alors une question de Nazila qui nous dit, une question de déontologie. Quid des confrères qui ne le respectent pas? Donc j'imagine qu'elle fait référence au courrier de déontologie qu'on envoie en plus de dossier, mais qui font la demande de FEC. Ils t'ont pas envoyé le courrier comme quoi ils reprenaient ton dossier, mais ils te demandent le FEC. Tu leur envoies le FEC ou tu leur dis que tu veux pas leur envoyer le FEC? Alors, deux choses. On envoie le FEC parce que si on ne l'envoie pas, ça peut porter préjudice au client. Bien sûr, quand on le fait, on a l'impression qu'on rend service au confrère qui est pas très obligeant, hein, qui ne respecte pas les règles de déontologie. Mais pour autant, il faut envoyer le FEC pour pas donc mettre son client en difficulté. Le confrère ne respecte pas la règle déontologique, hein, il n'envoie pas la lettre confraternelle, c'est mal. Il n'y a pas de sanction, hein, mais c'est mal. C'est pas bien. Donc on envoie le FEC au client quand même. Ah oui. Ah, oui. Je suis d'accord. On vérifie que le client a payé tous les honoraires, on envoie. On n'est pas là pour créer des problèmes au client.
On est d'accord. Alors, où est-ce qu'on trouve les lettres de mission? Il y a des modèles quelque part? Alors, Alors, je si, dis si on modèles, va on dit sur non, c'est pas le... des modèles, c'est des exemples. C'est Quand je des dis exemples, exemples. on dit non, c'est des modèles. C'est des modèles ou c'est des exemples? C'est quoi la différence? Ce sont des exemples. On a des exemples de lettres de mission sur le site du Conseil supérieur. Vous allez dans la partie privée du site et puis vous allez trouver, d'ailleurs c'est sur le slide qui est là, en dessous de parcourir, là vous allez trouver lettre de mission, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir accès à différents exemples de lettres de mission. Vous voyez par exemple là, on vous indique la mission d'attestation délivrée dans le cadre d'une demande d'aide coût fixe. Donc ce sont les derniers exemples qui ont été faits par le Conseil supérieur. Alors ça, c'est pour les lettres de mission. Il ne faut pas oublier qu'on a à joindre les conditions générales également d'intervention. Et les conditions générales d'intervention, vous les trouvez toujours sur le site du Conseil supérieur. Vous allez dans mon exercice professionnel. Vous voyez que c'est indiqué. Vous allez ensuite dans normes et vous allez enfin dans lettres de mission. Et là, vous allez trouver les conditions générales. Les conditions générales sont actualisées régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications au niveau de la réglementation et puis il y a des décisions jurisprudentielles. Et en fonction des décisions de jurisprudence, il y a des modifications qui sont apportées aux conditions générales. Les conditions générales ont été actualisées le 22 janvier 2021. Donc tout récent. Donc si vous avez des conditions générales à faire, bah, autant prendre les dernières moutures qui ont été élaborées par le Conseil sup. Donc vous trouvez ça, comme je viens de vous le dire, dans la partie privée. Et puis, par rapport au sujet qui nous intéresse, puisqu'on a beaucoup parlé de l'aide de mission, d'attestation, etc., vous avez une richesse sur la plateforme BibliOrdre. BibliOrdre, vous pouvez télécharger gratuitement tout ce qui est dans le domaine du régalien, la lettre de mission en pratique, la mission d'attestation en pratique, les référentiels, etc. Donc, vous aurez une abondante documentation ici. Sur le conseil régional, on a également Cap Performance avec le décodeur des normes et il y a un certain nombre de sujets qui sont traités. Vous pouvez télécharger. Vous avez notamment plusieurs fiches sur la mission de présentation qui ont été faites. Et puis vous voyez ici à l'écran, vous avez les outils de planification, l'acceptation de la mission. Bon, un certain nombre d'outils pratiques qui peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de vos missions. Alors, on est trop modeste à Paris parce qu'on a sur Cap Performance le décodeur des normes, mais on a aussi un outil qui permet de générer des lettres de mission adaptées à vos missions. Allez faire un tour sur capsurlaperformance.fr, www.capsurlaperformance.fr, et vous allez voir la richesse du site. Il y a tout un tas de manuels prêts à l'emploi, RGPD, Lab, tout ce qu'il faut, et la possibilité de générer vos lettres de mission. Au début, il y a un peu de travail, mais après, ça va très vite. Alors, ce qu'on s'est dit là a quand même interpellé pas mal de confrères. Est-ce que, donc c'est Thierry qui nous dit, pas de sanction, même disciplinaire, si le confrère n'envoie pas sa lettre déontologique. Est-ce qu'on envoie un confrère en discipline parce qu'il n'envoie pas sa lettre déontologique de reprise de dossier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait une sanction, tu l'as dit Laurent, hein, pour qu'il y ait une sanction, il faut d'abord qu'il y ait chambre de discipline. Il n'y a que la chambre de discipline qui peut sanctionner un confrère, et je vous rappelle que la chambre de discipline, ce n'est pas l'ordre. C'est une chambre qui est liée à l'ordre, mais qui est indépendante de l'ordre, puisqu'elle est présidée par un magistrat de la Cour d'appel à Paris, de la Cour d'appel de Paris. Pour qu'on puisse sanctionner un expert comptable, il faut d'abord qu'on se plaigne. Donc, il faut envoyer une plainte en chambre de discipline, ou alors que le Conseil supérieur, enfin le Conseil régional se saisisse du problème et dépose plainte contre un confrère. Vous comprenez qu'on ne va pas déposer systématiquement plainte contre un confrère qui n'enverra pas une lettre confraternelle. On serait submergé de cas, malheureusement, de cas devant la chambre de discipline. Ce sont des dossiers. Alors à Paris, on a pris le soin d'instruire tous les dossiers qui sont déposés en chambre de discipline. Ça ferait énormément d'instructions. Voilà. Donc, René, il a été membre de la chambre de discipline pendant longtemps. Je pense que tu peux confirmer qu'on
On ne sanctionne pas, même pas par une réprimande, Mais expert. on ne peut pas, nous, hors des experts comptables, mettre Non, à nous, on blâme peut une pas. réprimande. C'est la chambre de discipline. Donc ça veut dire que c'est une On peut instruction, pas, c'est la C'est chambre la de chambre de discipline. discipline qui décide. Hein. c'est Oui, oui. compliqué. Alors maintenant, Alors, ce qu'on si a on pu a avoir affaire en à... chambre de discipline, Vas-y, René. oui, ce qu'on a pu avoir en chambre de discipline aussi, ce sont des confrères qui ont récupéré, entre guillemets, un certain nombre de clients sans faire la fameuse lettre de l'article 160. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, ça aboutit à des sanctions au niveau de la chambre de discipline. Mais le sujet est plus le détournement de clientèle, les manœuvres, voilà, que le... Voilà. Oui. Alors, Mais à l'occasion, le défaut de courrier fait partie des sujets, quoi. alors, En Eric, revanche, Laurent, juste pour finir, en revanche, on a parlé de mission d'attestation. L'attestation, potentiellement, ça rend service à quelqu'un, mais ça peut aussi desservir quelqu'un d'autre. Lorsqu'on fait une attestation qui peut desservir les intérêts de quelqu'un, il faut bien prendre garde à respecter scrupuleusement la norme attestation. Parce que là, on est en présence d'une mission qui peut conduire en chambre de discipline et qui conduit des confrères en chambre de discipline. tu as des exemples. Ce que l'on regardera, c'est dépendance ou pas, enfin indépendance ou absence d'indépendance. Alors, question pour ces histoires de communication de fake. Qu'est-ce qui se passe si le confrère ne communique pas le fake et qu'il y a un contrôle fiscal? Il est responsable, le confrère. Il engage sa responsabilité, hein, bien sûr. Il engage sa responsabilité civile. S'il ne remet pas des documents qu'il a en sa possession et que alors que ces documents sont nécessaires à la réalisation d'un contrôle fiscal, il engage sa responsabilité civile. Donc l'amende qui est appliquée aujourd'hui quasi systématiquement par l'administration fiscale en cas de non-remise du fake en premier rendez-vous, elle sera à la charge de notre confrère. À la charge du confrère si le client porte plainte, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, tu nous as présenté, René, les nouvelles conditions générales. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on refasse signer tous les anciens clients les nouvelles conditions générales? Non, il n'y a pas à refaire. Par contre, en ce qui concerne les conditions générales qu'on a à établir maintenant, c'est pas mal d'aller s'inspirer des dernières versions, ce qui permet aussi de réfléchir sur l'ensemble des problématiques qu'il y a dans les conditions générales. Parce que quand on refait ça, on peut se poser des questions sur la limitation de responsabilité, sur un certain nombre de sujets sérieux qui sont dans les conditions générales d'intervention, quoi. Alors, que risque un expert comptable qui envoie la liasse fiscale à l'administration sans avoir l'accord du client sur les comptes qu'il a préparés? Alors, il faut rappeler une chose, c'est que l'expert comptable prépare des comptes, le client les arrête. Celui qui arrête les comptes, c'est le client. Qu'il soit entrepreneur individuel ou gérant d'une société, c'est le gérant qui va arrêter les comptes. Bon, ce qui risque, c'est que le client conteste l'établissement des comptes envoyés parce qu'il ne les avait pas arrêtés. Et donc les risques, c'est quoi concrètement? Parce qu'il a quand même un mandat pour envoyer les liasses. Il a un mandat pour envoyer des liasses, mais il a un mandat pour envoyer des liasses qui correspondent à des comptes qui sont arrêtés par la direction. Faut pas se tromper. L'expert comptable n'arrête pas les comptes. Donc, ce qui risque, c'est une mise en cause du client qui va estimer que les comptes tels qu'ils ont été produits par l'expert comptable ne correspondent pas à ceux qu'il avait voulu arrêter lui-même. Exactement. Alors, il y a Sandrine, salut Sandrine, qui pose une question sur les lettres de mission en cas de rachat de fonds de commerce. Si les lettres de mission ne sont pas réactualisées et que les clients partent, est-ce que l'indemnité de résiliation est due? Alors, je reprends la question. Le principe, c'est quand donc, on achète un fonds de commerce, un fonds libéral d'expertise comptable. Ouais. Et les lettres de mission n'ont pas été réactualisées et les clients réactualisées parce qu'il y a un nouveau propriétaire du fonds. Il y a un nouveau propriétaire, ils partent. Et t'as pas refait avec les clients une nouvelle lettre de mission sur la nouvelle entité. D'accord, tu avais la société A, tu as racheté le fonds de commerce dans la société B. Le client, il est tenu, enfin, il a contracté avec la société A qui a cédé son fonds de commerce à la société B. On n'a pas réactualisé la lettre de mission.
le client s'en va, est-ce qu'on peut lui facturer l'indemnité de réalisation, ou est-ce que le fait que ce soit pas la nouvelle entité qui, enfin, que la nouvelle entité n'a pas remplacé l'ancienne, enfin c'est pas une fusion, quoi, c'est une gestion de fonds de commerce. Je me suis. Alors, Est-ce que la lettre de mission, en vérité, est-ce que la lettre de mission que tu as signée avec le HAC quand tu rachètes le fonds de commerce est toujours valable? C'est ça la vraie question, en fait. Dans un fonds de commerce, les éléments juridiques suivent le fonds. Donc, quand tu rachètes le fonds, tu rachètes tous les éléments d'actifs. Les lettres de mission font partie des éléments d'actifs. Et donc, tu reprends les engagements. Tu reprends les engagements, en effet. Il est de bon ton quand même de prévenir les clients que le fonds a été racheté, qu'il y a une nouvelle entité, et ça permet, c'est l'occasion de remettre à jour les lettres de mission. Comme l'a dit René, il y a peut-être des lettres de mission avec des conditions générales qui peuvent être revues parce qu'on peut limiter maintenant les responsabilités sur certaines formes de mission. Il ne faut pas s'empêcher de le faire. Maintenant, si les clients partent, s'ils partent, il faut regarder quelles sont les conditions que vous avez signées lors de l'achat du fonds de commerce. C'est contractuel, hein. Vous paierez l'indemnité ou pas, suivant ce qui était prévu dans les conditions de rachat. Oui, parce qu'il y a un autre point qui est important, c'est que le client a la liberté de choix. Hein. Il y a un changement là d'expert comptable, le client peut ne pas suivre. Hein. C'est pour ça que normalement, quand on reprend un fonds individuel, on doit refaire toutes les lettres de mission. Si je rachète des actions d'une société, il n'y a pas de sujet parce que la personnalité morale qui a contracté avec les clients, elle est toujours la même. Ce sont les actionnaires qui ont changé ou les porteurs de parts. Mais si je rachète un fonds individuel, il faut refaire les lettres de mission. Il y a un grand principe qui est le principe de la liberté de choix. Et donc, comme disait Vital, s'il y a un souci derrière ça, c'est un souci de remise en cause du prix, hein, de cession de la clientèle. Ça. Mais la liberté du client, on l'oublie souvent, mais elle est totale. Il travaille avec qui il veut. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va parler toujours de lettre de mission, mais cette fois-ci de signature de lettre de mission. Qui signe la lettre de mission? Alors, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est souvent pas très bien compris, mais qui a été redéfini à la suite, ou expliqué à la suite de la refonte du référentiel normatif en 2016 dont parlait René, c'est qu'il y a deux niveaux de responsabilité dans une structure d'expertise comptable. Il y a le niveau de responsabilité, la responsabilité juridique, c'est-à-dire celle qui engage la structure d'expertise comptable, et puis il y a la responsabilité individuelle, celle qui engage l'expert comptable qui réalise la mission. La signature sociale, c'est celle de, comme c'est marqué sur le slide, c'est la signature du représentant légal de la société d'expertise comptable, lequel, représentant, peut déléguer cette signature à toute personne. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que la responsabilité individuelle de l'expert comptable, elle ne peut pas être déléguée. Impossible. Souvent, dans une société d'exercice unipersonnel, les deux signatures sont confondues. Ce n'est pas nécessairement le cas dans des sociétés dans lesquelles il y a plusieurs experts comptables. Il y a nécessairement au moins un dirigeant qui a la signature sociale. Et s'il n'a pas délégué la signature à ses autres associés, il est le seul à conserver la signature sociale. Bien souvent, il délègue la signature aux autres associés. Et si vous cherchez des modèles de délégation, il y en a qui sont sur le site du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. En revanche, celui qui a la signature sociale n'a pas nécessairement la signature technique. Celui qui signera la lettre de mission, par exemple, c'est celui qui a la signature sociale ou celui qui a reçu le mandat de la signer, le mandat de représentation. En revanche, celui qui signera la mission d'expertise comptable, c'est nécessairement un expert comptable. Je vais être plus clair. On peut avoir des associés qui ne sont pas diplômés d'expertise comptable. Ils peuvent recevoir une délégation de signature sociale. Ils pourraient très bien signer une lettre de mission. Pour autant, ils ne peuvent pas recevoir de délégation de signature de responsabilité individuelle, donc ils ne pourront jamais signer une mission d'expertise comptable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la signature technique, celle qui est obligatoirement signée par un expert comptable, celui en charge du dossier, ce sont toutes les missions qui relèvent de l'article 2 de la prérogative d'exercice.
et également toutes les missions de l'article 22 qui seront réalisées par un expert comptable. Autrement dit, si je me place, alors même que cette mission n'est pas une mission dévolue exclusivement aux experts comptables, si je réalise cette mission en tant qu'expert comptable, c'est forcément donc la signature de l'expert comptable qui est engagée. Pour autant, je pourrais très bien confier une mission de l'article 22 à un collaborateur ou un associé non expert comptable qui pourra engager sa signature technique, puisque ça ne sera pas une mission de prérogative d'exercice. Donc, pour résumer, il y a un slide qui suit. Ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on voit que voilà, il y a des petits schémas que vous retrouvez pour les plus curieux qui voudraient avoir plus d'explications. Il y a un article du SIC, c'est le SIC 378 qui date de novembre 2018. C'est un article relativement court qui doit faire à peu près 3 pages, qui explique bien les différences entre signature sociale et signature technique. Et à la fin donc, de cet article, il y a un tableau à peu près comme celui-ci qui résume ce qu'il faut retenir des signatures. Donc, l'acceptation de la mission, signature technique uniquement, quelle que soit la structure d'exercice. Lorsque j'ai une signature technique, en bleu, c'est une mission de l'article 2, c'est forcément un expert comptable ou pour les associations de gestion, un salarié autorisé. Lorsque ce sont des missions de l'article 22, c'est un expert comptable s'il décide de signer en tant qu'expert comptable, ou alors c'est une autre personne qui supervise le dossier et qui a la connaissance technique. Pour toutes les missions légales, c'est systématiquement un expert comptable. Lorsque je signe une lettre de mission, c'est une signature sociale uniquement. Donc, pour toutes les missions, c'est la signature du représentant légal ou de celui à qui il a délégué la signature. Et pour toutes les missions, tous les rapports qui sont signés, eh bien, si c'est un rapport qui est relatif à une mission de l'article 2, il faut être expert comptable. C'est la signature technique de l'expert comptable qui ne peut pas déléguer. Si c'est une mission de l'article 22, si c'est l'expert comptable qui décide de la faire, de la superviser, il signera en tant qu'expert comptable. Sinon, ça peut être un salarié qui a la science et qui signera cette mission. Voilà ce qu'il faut retenir. Eh ben, c'est beaucoup plus clair avec le petit schéma. Ah voilà, mon écran était un peu figé, j'étais inquiet, mais ça reprend. Alors, actualité Lab, il nous reste 10 minutes pour conclure ce webinaire. Est-ce que René, tu peux nous rappeler un peu l'historique du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme? Parce qu'on dit plus Lab maintenant, on dit LBCFT. Les points de repère, les principaux points de repère, c'est que on a la loi du 11 février 2004. Avec la loi du 11 février 2004, finalement, les experts comptables rentrent dans le dispositif de lutte anti-blanchiment. Et donc, il y a déjà à l'époque une norme qui est la norme 116, qui est établie, qui est une norme du 20 juin 2006. Et en fait, à l'époque, le blanchiment, c'était le blanchiment de l'argent qui provenait du trafic de stupéfiants, qui provenait de la criminalité, du trafic d'armes. Donc, on était autour de ces sujets-là. Troisième directive européenne, qui est transposée en droit français par l'ordonnance du 30 janvier 2009, va donner lieu à une norme que l'on connaît bien, qui est la norme du 7 septembre 2010, qui a donc été utilisée jusqu'à temps que la transposition de la 4e directive puisse se faire. Alors là, avec la 3e directive, pour la première fois, on parle de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Et on a un champ des déclarations de soupçons qui est extrêmement étendu, puisque maintenant, pour le délit primaire, c'est-à-dire le délit qui a permis de récupérer les fonds qui ont été blanchis, on va s'occuper de toute infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an. Donc, on voit qu'on a une extension considérable du domaine de la déclaration de soupçon. Et puis, pour les obligations de vigilance, on commence à parler d'approche par les risques avec les notions de risque faible, moyen, élevé. Donc ça, c'est la 3e directive, sa transposition et notre norme, qui est la norme du 7 septembre 2010. Ensuite, on a la 4e directive
la 4e directive européenne qui est transposée en droit français par l'ordonnance du 1er décembre 2016. Et pour nous, on va avoir une nouvelle norme qui est arrêtée, qui est fixée par l'arrêté du 17 juillet 2019. Alors avec cette 4e directive, il y a un élargissement des obligations de vigilance. Ce qu'on avait attaché aux clients, on va l'étendre aux bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire qu'on va demander à ce qu'on contrôle l'identité des bénéficiaires effectifs avant la signature de la lettre de mission, hein, comme ce qui se passait pour les clients. On va étendre également la notion de personnes politiquement exposées. Avant, c'était uniquement des résidents étrangers. Maintenant, c'est également des Français. On va renforcer l'identification et l'évaluation des risques au sein de la structure. Donc ça, très important au niveau de la 4e directive. Ensuite, on va mettre en œuvre la responsabilité de la structure d'exercice professionnel et de ses dirigeants. On va donc préciser qui est susceptible d'être responsable, les dirigeants, l'expert comptable, les dirigeants de la structure, les salariés qui ont éventuellement participé éventuellement à l'opération. Et puis, on va donc élargir les sanctions possibles et les personnes sanctionnables. Ça, c'est la 4e directive. On arrive à la 5e, qui est transposée par l'ordonnance du 12 février 2020, qui donne lieu à une nouvelle norme qui est l'arrêté du 7 décembre 2020. Et là, on va avoir une consultation obligatoire du registre des bénéficiaires effectifs et on doit informer Infogreffe, notamment en cas de discordance. Je vous rappelle que le registre des bénéficiaires effectifs est quelque chose qui résultait de la transposition de la 4e directive européenne. Bon là, on l'a créé suite à la 4e directive, ce registre des bénéficiaires effectifs, mais avec la 5e, il y a une consultation obligatoire qui doit être faite lorsqu'on reprend un dossier de personne morale. Et s'il y a des discordances par rapport aux informations qu'on a collectées, on doit informer le greffe. On va nous dire également dans cette 5e directive, si vous ne pouvez pas identifier la nature de la relation d'affaires ou identifier et vérifier l'identité des clients et bénéficiaires effectifs, eh bien, vous devez mettre fin à la mission et éventuellement faire une déclaration de soupçon si les conditions d'établissement d'une déclaration de soupçon sont réunies. Donc, on voit qu'il y a un durcissement au niveau des mesures et enfin un durcissement également des mesures de vigilance par rapport à des missions qui seraient réalisées avec des clients installés dans des pays listés par le GAFI, listés par l'Union européenne, donc des pays qui se sont fait repérer pour non-respect du dispositif de lutte anti-blanchiment. Donc voilà une évolution, on voit qu'il y a une montée en puissance. Alors, avec l'arrêté du 7 décembre 2020, on a une nouvelle norme qui s'est mise en place. Et donc, au niveau de cette nouvelle norme, elle s'applique bien sûr à tout le monde. Donc ça, c'est sur le slide suivant. Elle s'applique à tout le monde. Personnes physiques, personnes morales, cabinet individuel, société, AGC, quelle que soit leur forme, toujours avec deux parties. Une partie qui est les exigences requises, les obligations, et puis une deuxième partie sur les modalités d'application de la norme. On pourrait changer le slide. C'est bon? Oui, mais le slide ne suit pas apparemment. Si, alors là, exigence de la norme. Oui, alors bon, ok. Donc, au niveau des exigences de la norme, il y a un certain nombre de points qui figurent dans cette norme. Au niveau de l'organisation de la structure de l'exercice professionnel, un chapitre très important, l'identification et l'évaluation des risques. Identification et évaluation des risques au niveau de la structure et au niveau des dossiers. Et puis, les obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaires, au cours de la relation d'affaires, les obligations de déclaration à Tracfin, le rôle de l'autorité de contrôle et puis les sanctions. Alors, pour assurer le fonctionnement de tout ce dispositif, il y a un comité de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme qui a été créé et qui est présidé par Laurent et qui a pour vice-président Jean-Marc Jomouillet.
Et donc, après, les autres membres sont des membres élus du Conseil supérieur qui font partie de ce comité LAB, dont le rôle qui apparaît sur les slides est assez large, puisqu'il a été revu dans le cadre de la dernière version du règlement intérieur de l'ordre, qui est une version du 25 novembre 2020, où un titre 4 bis a été créé dans le règlement intérieur pour mettre en place le contrôle qualité spécifique en matière de lutte anti-blanchiment, puisque l'article 48 de la 4e directive européenne exigeait qu'il y ait un contrôle fait par les autorités de contrôle qui soit fait selon une approche par les risques. Et malheureusement, notre contrôle qualité qui fait que tous les professionnels sont susceptibles d'être contrôlés et qui nous avait permis pendant des années d'assurer aussi le contrôle du respect du dispositif de lutte anti-blanchiment, eh bien, ne répondait plus aux exigences de la directive européenne et des textes, ce qui fait que notre règlement intérieur a été modifié et qu'il a fallu mettre en place un dispositif spécifique. Eh ben, dis donc, bravo, tu as tout fait, René, merci à toi. Et donc, tu as bien raison. Alors, comment se former sur la LAB, parce que c'est un enjeu qui comme l'a soulevé relevé, de plus en plus important. Les autorités sont de plus en plus exigeantes en matière d'autorité de contrôle et de pression sur le Conseil Sup pour qu'on s'assure que tous les experts comptables sont bien dans les clous. Notamment l'approche par les risques qui est un peu nouvelle et qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer au sein de nos cabinets, mais il est désormais obligatoire que chaque dossier fasse l'objet d'une évaluation en termes de risque lab et que des mesures spécifiques soient mises en œuvre en fonction du niveau de risque que vous avez pu identifier auprès de vos clients. Et donc ce travail est à faire. De la même manière qu'il est désormais nécessaire et obligatoire d'aller consulter régulièrement le registre des bénéficiaires effectifs. La bonne nouvelle, c'est que le Conseil supérieur a mis en place sur le site internet, dans la partie privée, lorsque vous êtes dans votre compte expert, vous avez un accès sur Malab. Et là, vous pouvez, en saisissant un numéro SIRET, obtenir automatiquement une copie du RBE de n'importe quelle entreprise. Donc évidemment, ça ne concerne en théorie que vos clients, c'est la précaution à prendre, mais on peut accéder à ce type d'informations directement depuis le site du Conseil supérieur, la consultation du registre des bénéficiaires effectifs, alors qu'au début, lorsqu'il a été mis en place, seule l'entreprise pouvait elle-même la consulter, à part les autorités locales. Mais maintenant, vous pouvez, vous, expert comptable, vous occuper de ça. Sur le site ReflexLab, vous allez trouver tout un tas de formations en ligne et tout un tas d'explications qu'on est en train de mettre à jour pour tenir compte des dernières évolutions et donc notamment de ce règlement intérieur qui a été modifié fin novembre et de cette norme Lab qui date elle aussi de la fin de l'année 2020. Donc tout ça, c'est assez récent. On va faire des ateliers aux universités d'été. Il y aura également des ateliers au congrès de Bordeaux pour vous donner un maximum d'informations sur ces nouvelles obligations qui pèsent sur tous les experts comptables de France. Voilà. Et donc, dans les outils que vous pouvez retrouver à disposition, des fiches d'aide à la réalisation d'un manuel de procédure Lab, des exemples de manuels de procédure, des liens qui donnent l'accès aux listes des pays à risque dont a parlé René récemment, de l'analyse des risques et l'ARPEC qui a été élaborée et qui définit en fait quels sont les critères de risque pour vos clients par rapport aux typologies de mission, la nature des opérations, la nature des clients, leur forme juridique, sociale, etc. Et puis de nombreux articles Lab ont été publiés dans le site, dont notamment le dernier qui parle de cette obligation du registre des bénéficiaires effectifs et de l'obligation que vous avez lorsque le client ne met pas à jour son RBE, enfin sa déclaration de bénéficiaire effectif, de faire une déclaration directement auprès des greffes du tribunal de commerce. Vous avez une inscription préalable à faire qui vous permet ensuite d'accéder à un espace dans lequel vous signalez au greffe qu'il y a une erreur au sein du document. C'est pas vous qui déposez la déclaration des bénéficiaires effectifs. Par contre, vous signalez qu'il y a une erreur sur celle-ci.
Et puis, il y a ce numéro vert. Les membres du comité lab, donc Jean-Marc Joumier et moi-même, mais également les 6 autres membres du comité lab, sont là pour répondre de manière confidentielle, évidemment, à toutes les questions que vous pourriez vous poser en matière de déclaration de soupçons, de risques et de vigilance renforcée ou pas. Il y a un numéro vert 0800 080 341. Lorsque vous appelez, c'est une permanente du Conseil supérieur qui qualifie l'appel avec vous et qui rédige une fiche qui décrit le problème et qui nous la fait passer pour que on puisse ensuite nous-mêmes prendre directement contact avec le consoeur ou la confrère qui a appelé. Voilà, donc comme ça, on est certain de ne pas se tromper. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, dans les outils mis à votre disposition sur le Reflex Lab, le questionnaire d'exposition au risque que vous pouvez remplir. Si vous avez si vous ne l'avez pas déjà fait, ce qui est le cas d'un tiers des experts comptables, vous pouvez remplir ce questionnaire qui va vous permettre d'identifier en fait quels sont les niveaux de risque au sein de votre cabinet, ce qui est le travail qui doit être fait dans tous les cabinets, et de consulter ce RBE. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des sujets. On est à 4 minutes de dépassement, donc ce qui est pas mal, vu le sujet comme était compliqué. Est-ce que des questions sont arrivées qui mériteraient d'être posées une dernière pour la route? Est-ce qu'on peut déléguer la consultation? J'imagine qu'on parle de la consultation du RBE. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est que dans votre dossier de travail, vous puissiez avoir la trace du fait que vous avez bien été vérifié que le RBE était conforme à ce que vous avez dans votre dossier. Que doivent fournir les organismes de formation aux animateurs contrôleurs de stage? Eh bien, on répondra à cette question au prochain webinaire, le temps qu'on la comprenne. Voilà, et ben merci René de nous avoir éclairé. Merci Vital de toute cette expérience. J'espère que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, je ne sais pas quand, en septembre j'imagine, puisqu'on en fera pas en août. À très bientôt et merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir.